Monsieur le Président de l'Académie, Monsieur le Président d'honneur, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, chers amis, cher Marc, permets-moi de t'exprimer ma sincère reconnaissance pour les mots que tu as prononcés. J'ai du mal à en apprécier la pertinence, car on ne se connaît pas soi-même, et la modestie veut qu'on ne les accepte in excelso ou ex abrupto. Quand le président Guy Hébrard m'avait proposé d'être reçu, je n'avais pu accepter car je savais qu'étant ces temps-là très occupé, je ne pourrais accomplir mon nécessaire engagement. Je mesurais le poids de ma décision et ma difficulté à refuser cette proposition venant d'un très bon et vieil ami. C'est donc avec un vrai bonheur qu'à la demande de Marc, j'ai cette fois accepté, profondément flatté, mais surtout prêt, maintenant à respecter mon engagement d'assiduité et à exprimer ma volonté d'être un acteur participatif à la vie de notre Assemblée. Une réticence est venue du fait que je n'en sois pas l'auteur d'une œuvre littéraire, je savais que c'était la condition nécessaire, d'une publication, mais tu m'as convaincu que constituer une collection d'art contemporain, avec l'aide de mon épouse, était un acte qui justifiait mon entrée à l'Académie de Léa. Merci donc, cher Président, d'avoir perçu ce qui était mon engagement dans le monde des arts plastiques et ainsi me permettre aujourd'hui d'être des vôtres. De longue date, je vous connaissais, pour bon nombre d'entre vous, au travers des conversations fréquentes avec mon beau-frère Louis Sanave, qui fut pendant de longues années un secrétaire actif, compétent, dévoué et remarquablement engagé au service de tous. Mais encore, les invitations que vous m'enviez, le plaisir que j'avais d'assister aux intéressantes, captivantes assemblées, me faisaient me sentir déjà des vôtres. Merci également aux membres du Conseil qui m'ont si chaleureusement écouté, avec une étonnante bienveillance lors de mon passage au grand oral. J'y ai pris un engagement formel à faire preuve d'assiduité et d'apporter, dans la limite de mes moyens, ma contribution à la vie de l'Académie, dans mon domaine de compétences, bien sûr. Je connais enfin l'image de l'Académie, son rôle et la place qu'elle tient dans le champ culturel et intellectuel du Léa. Je suis fier à l'idée de contribuer et j'en serai un digne représentant, voire un propagateur de la foi. Permettez-moi de rendre hommage à mes prédécesseurs qui ont occupé le fauteuil numéro 26, même si ce dernier est encore virtuel, mais il est rendu prestigieux par ceux qui s'y sont assis. Bernard Porte, reçu en 2016, un ami que j'avais connu il y a quelques décades, quand là encore nous occupions un autre fauteuil, celui du conseil d'administration de Pyrénées Presse. Jean-François Lemoyne, grand patron de presse, m'avait demandé d'y siéger, puis j'avais suivi Bernard dans son remarquable parcours professionnel à la tête du groupe Bayard, partageant ses convictions, ses idées, ses propositions, ses engagements. Il a fortement marqué le monde des médias par l'influence de ses revues, publications, Le Quotidien à la Croix, sans oublier le remarquable Pomme d'Api, dont mes enfants étaient de fidèles abonnés lecteurs. Nous partagions des amis, et encore maintenant, et fréquentons des membres de sa famille avec une profonde fidélité. Également, le général Pierre Peyros, qui m'avait présenté mes beaux-frères Louis et Mathis Sanave, avec lequel, après avoir en perspective ce fauteuil numéro 26, je partage le même banc à l'église Saint-Jacques pour la messe dominicale. Nous nous étions encore mieux connus lors de voyage avec l'association Béarn Aragon. Enfin, et là je ressens une vraie émotion sincère, je m'assiérai à la place du docteur Denis Laroux, qui l'a occupé 29 ans, de mai 1981 à décembre 2010. Denis, mon voisin médecin à Midache, un médecin humaniste, un puits de connaissances en histoire locale et régionale, qui a nourri la culture de notre terre natale et renforcé mon attachement à ce beau pays, le Bas-Adour. Avec Denis, nous partagions les télésièges de Gourette, toujours une histoire de fauteuil.
authentique gascon, du pays d'Orte, Pérorade a vu naître mes 2 parents et 4 de mes grands-parents. Mais mon épouse est béarnaise, de sang pur, l'Escale et Arthès de Béarn. Je viens de ce pays charnel, à la jonction de la Chalosse du Béarn et du Pays Basque. Je suis un sang mêlé, mes ascendants maternels étaient des juifs portugais, venus au XVIe siècle à Pérorade lors de la Deuxième Inquisition. Pérorade, à la rencontre des gaves d'Ast et d'Ossau, les gaves réunies, dans le lit recèle un mélange de galets issus de Gavarnie, d'Ossau dans sa veine, ces curiosités géologiques et lithiques qui imprègnent notre inconscient. J'ai connu une riche période entre la fin de mes études en agronomie et l'entrée dans l'entreprise familiale que j'allais diriger. Une parenthèse de 28 mois, mon service militaire en Algérie. Aspirant d'abord, puis sous-lieutenant dans l'infanterie de marine, qui est l'ancienne armée coloniale, j'allais y assumer la responsabilité de chef de section sur un piton de l'Algérois, puis celle de commandant de compagnie. J'y ai été porté par l'engagement de servir. Guy Le Brien disait « Le véritable engagement porte toujours sur des objectifs qui nous dépassent. » Et j'ajoute « qui nous permettent de nous dépasser. » J'ai appris le sens des responsabilités, l'écoute des autres, l'idée du partage, l'humilité. Servir mon pays, certes, mais surtout servir les autres dont j'avais, avec un temps, la responsabilité, celle de les ramener vivants du terrain d'opération. Puis j'ai intégré l'entreprise, dirigée par mes 2 parents, un modèle de codirection laborieuse, efficace, au fort esprit entrepreneurial et d'essence paternaliste. Ce sont eux qui m'ont transfusé le goût d'entreprendre, des intraveineuses et non des intramusculaires, qui m'a habité tout au long de ma carrière. Je suis un pur produit en la faisant évoluer vers un groupe international, une entreprise locale devenue européenne, une entreprise de commerce à faible marge en une de haute technologie dans le champ des biotechnologies, du génie génétique végétal. Elle était spécialisée dans les semences de grande culture, blé, maïs, tournesol et colza. Notre raison d'être, mieux nourrir les autres. Nos 2 objectifs majeurs, augmenter le revenu des agriculteurs par l'augmentation des rendements et la sécurisation des récoltes, et améliorer la qualité intrinsèque des céréales et des graines oléagineuses, c'est-à-dire l'amidon et les huiles végétales. Le facteur clé de succès était la recherche génétique, une recherche longue, 11 années pour mettre au point une variété, et aléatoire, car dans le monde du vivant. Cette obligation de résultats techniques et technologiques ne pouvait réussir que par le soutien d'une politique sociale lancée. Très conscient, même persuadé que la valeur humaine est le ressort de la valeur ajoutée, cette politique devait être stratégique, ambitieuse, motivante, innovante, concurrentielle, au service des autres. Elle fut construite et réalisée par la mise en œuvre d'un management participatif, décentralisé, responsable. Nous avons ainsi réalisé, en 30 ans, 3 grandes ruptures technologiques qui ont marqué, soyons modestes, la sélection végétale et l'amélioration des plantes. Mais nous avons surtout construit une vision partagée. Ce furent les valeurs spirituelles, comme Matsushita les énonce, principes de loyauté, de transparence, d'harmonie, de coopération, d'humilité, de courtoisie, de gratitude et de goût du partage. J'y ai découvert la dimension spirituelle du travail, un palliatif à cette course essoufflante de la concurrence qui retrouve son souffle dans l'esprit d'entreprise. Ce n'est pas seulement la prise de responsabilité et d'initiative qui est l'apanage de l'entrepreneur, mais encore la part spirituelle qui nécessairement intervient dans la gestion des biens matériels, mais encore dans l'animation des biens immatériels de toute société, de toute communauté qui en fait sa richesse, la valeur de ses membres. Et surtout, savoir répondre à la question fondamentale
et permanente, au nom de quoi? Le profit obtenu par la fructueuse collaboration des personnes associées ne peut être dissocié des aspirations profondes de ses membres et valorisé par le travail. Mais ce potentiel porté par chacun ne pourra s'exprimer à son plus haut degré que s'il se développe dans un environnement favorable, une culture d'entreprise forte et un climat social serein. Ma tâche fondamentale, tout au long de ces 40 années, fut donc de prendre en compte ces aspirations et que ce soit une vraie réponse aux attentes et aux besoins profonds des salariés. C'est un complément de l'investissement financier, l'investissement spirituel. Le chef d'entreprise, au service de ses actionnaires, on le sait, de ses clients, on le sait, mais aussi et surtout de celui de ses salariés, tout le monde ne le sait pas. Cher Président, vous avez parlé de mon engagement dans la constitution d'une collection d'art contemporain, de notre engagement avec mon épouse. Un engagement fondamentalement partagé, ce n'était pas mon jardin secret, et auquel nous avons consacré beaucoup de temps, d'énergie, de conviction, de réflexion, de lecture, de voyage. C'est en fait une aventure de 20 ans, mais qui se prolonge encore depuis 20 autres années. Chaque collection est unique, personnelle, singulière, selon les moyens dont on dispose, certes, mais surtout par la dimension intellectuelle et spirituelle qu'on veut lui donner. Passer l'assouvissement du désir de possession, s'appuyant sur l'attirance et la collecte, est venu pour moi, refusant définitivement les travers financiers et spéculatifs sur les œuvres d'art, l'expression d'un devoir profond de rentrer dans ce monde de la création et dans le creuset des ateliers. Ici développe les forces pour faire émerger le fruit de l'intelligence, de la sensibilité, de la virtuosité, de l'imagination des artistes et de leur culture générale majoritairement importante. Collectionner des œuvres post-mortem ne permet pas la rencontre et leur paradigme est tellement différent. Cette approche sociale de la relation aux artistes a pour origine, pour moi, la lecture adolescente et qui a ouvert mes yeux de l'ouvrage « Les voix du silence, le musée imaginaire » d'André Malraux. Un besoin de confrontation, comprendre, assimiler, maturer, intégrer ce rapport d'intimité que l'on établit avec une œuvre dans le secret de l'âme. Une œuvre n'existe que par celui qui la regarde, mais quand même, comme le décrit magnifiquement Daniel Arras dans l'histoire de peinture, c'est une affaire à trois. La personnalité de l'artiste, ses valeurs, son éthique, sa culture, ses exigences, son engagement font partie de l'œuvre, mais ne se découvrent ni dans les musées, ni dans les galeries. Et la valeur de l'œuvre n'est pas pour le collectionneur que je suis uniquement esthétique, elle a une charge affective inaltérable. L'acte d'achat dans l'atelier, qui reste en mémoire, soutenu par l'image visuelle, est assorti de l'acte de mécénat qu'entoure l'acquisition purement virtuelle. Car nous avions pour elle, avec mon épouse, de ne pas acheter sans connaître l'artiste. Suivre avec fidélité un artiste durant 15 à 20 ans et de donnant, le soutien continu vous donne le sentiment intérieur de participer à la création par la contribution à l'œuvre présente et aux œuvres futures. Une contribution non seulement financière, mais tout aussi importante moralement et psychologiquement, l'acte de reconnaissance du talent. D'autant plus prégnant quand on connaît la propension viscérale des artistes à s'identifier à leur œuvre. De nombreuses rencontres, au-delà de la portée sociale, ont été pour moi, en complément, source de perfectionnement et de formation du goût et de l'esprit. Une belle gymnastique pour le cerveau. Se frotter à des différences, partager avec des personnalités plus singulières, si variées, pensant à leur manière au caractère plus instinctif, qui sont porteurs de l'inconscient collectif, intuitif, émotif, sensible,
fut pour le chef d'entreprise quotidiennement prisonnier de démarches logiques, déductives, binaires, méthodiques et rationnelles, une chance rare. Rare pour exercer le basculement de son cerveau gauche vers le cerveau droit et inversement, de fréquentes opportunités d'activer alternativement le lobe de la raison avec celui de l'intuition. Nos 5 enfants n'ont pas été les laissés pour compte de cette belle aventure. Ils ont dès leur enfance vécu, entourés de peintures et de sculptures, grandissant au hasard de visites d'ateliers, mais accueillant les artistes dans d'autres foyers qui étaient largement ouverts. À des degrés divers, ils ont reçu l'onction, un bel d'image et de signes. Et ils ont entendu les voix de l'esthétique et de la création. Puis, avec eux, nous avons créé un fonds de dotation, Casar Donation Lesgo, une fondation simplifiée à laquelle nous avons fait donc donation de 1100 œuvres réalisées par 92 artistes. À ce titre, je vous proposerai, cher Président, si cela vous convient, d'organiser une visite privée pour les membres de notre Académie de l'exposition qu'organisera le Musée des Beaux-Arts de Pau et présentera une partie de la collection entre le 5 octobre et le 31 janvier prochain. Elle occupera tout le premier étage du musée. Merci, Président, et merci à vous tous également de m'avoir fait l'honneur de me recevoir parmi vous. Je suis prêt et enthousiaste, animé par la volonté de contribuer à la vie de votre association. Avant la lettre, au hasard de vos invitations, j'avais perçu ce qui fait les forces intérieures de vos relations. Cette capacité de don et de partage, dans la gratuité de vos acquis intellectuels et culturels, vos connaissances accumulées, collectionnées tout au long de vos vies, intéressantes et riches de construction de vos esprits, mais aussi de vos âmes. Les valeurs spirituelles de Matsushita dont je faisais état pour l'entreprise, je les retrouve dans ces assemblées. Loyauté, harmonie, coopération, courtoisie, gratitude, mais aussi ouverture envers les autres ou envers soi-même. Comme j'avais trouvé dans ma vie professionnelle cette dimension spirituelle du travail, grâce à mes années de rencontres avec les artistes, j'ai à nouveau pu apprécier cette même dimension de l'esprit dans le monde de l'art contemporain, si bien décrite par Kandinsky dans son livre magistral, La spiritualité de l'art. Eh bien, je sais que maintenant, je vais trouver dans notre noble, respectable, altruiste communauté cette respiration, cette inspiration et cette expiration de l'esprit. Trouver ce souffle qui remonte de notre histoire des Béarn, de vos histoires personnelles, de celles des anciens académiciens qui l'ont fait vivre, et de vous tous présents, et même les absents, ce souffle, rua, pneuma, spiritus, spirit, dans ces diverses langues, l'effusion de l'esprit vivifiant nos cœurs et nourrissant nos âmes, par ces valeurs fondamentales humanistes que vous défendez et que vous partagez si bien. Merci de me donner l'opportunité de les partager à mon tour avec vous. Je vous souhaite en être un acteur et je souhaite en être digne. Vous l'êtes, cher ami, digne, vous l'êtes digne d'être dans cette assemblée. Ça permet un tout petit commentaire pour dire que la variété des personnalités qui sont dans cette assemblée ou qui la rejoignent est la principale richesse vers laquelle nous tendons. Car dans l'écoute que nous avons eue de l'exposé de Jean-Jacques, vous avez probablement perçu deux choses. J'ai fait, quant à moi, une présentation un peu théorique du collectionneur, et vous avez eu ensuite la voix de l'homme qui était dans la collection, à l'intérieur de la collection, et qui en développait tous les aspects, y compris celui de l'argent, par le biais du mécénat et des fonds de dotation. Alors ça, c'est un point très important, pardon, un moment où
grand débat national s'ouvre sur l'avenir du mécénat et la manière de le taxer. Et bien des entreprises qui ont été faites dans ce domaine risquent de se trouver mises en péril, et d'abord les artistes français. Je le dis en passant, mais c'est une conversation que nous avons ensemble. Alors je pense que tout le monde aura vraiment apprécié cette double réception, avec deux personnalités très différentes et très proches, et que ça vous donnera envie à la fois de suivre les travaux de l'Académie, et pourquoi pas, peut-être les uns ou les autres, de la rejoindre. Voilà, je vous remercie infiniment. Nous allons partager maintenant un petit rafraîchissement et un petit buffet offert par messieurs Lesgourg et Arago. Bonsoir à tous.